France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière. Un jour dans le monde, un jour pour calculer le coût de notre petit déjeuner. Le café ici à la machine, vous l'aimez comment? Serré, allongé, avec un nuage de crème. C'est l'une des boissons préférées au monde. Plus de 2 milliards de tasses sont consommées chaque jour. Eh bien, votre plaisir du matin est en train de vous coûter de plus en plus cher. Le cours du café n'a jamais été aussi haut. Vous êtes plutôt chocolat? Idem pour les graines de cacao. Bon, alors un petit jus d'orange peut-être. Pas mieux. On parle même d'une véritable crise pour cet agrume. On peut aussi évoquer le cours du sucre, du beurre ou du blé si vous préférez les céréales. Alors, pourquoi ce coup de chaud? Y a-t-il un lien entre ces matières premières? Est-ce conjoncturel ou structurel? Le changement climatique, bien sûr, vient bouleverser la donne, mais pas seulement. Et nous sommes en ligne avec Philippe Chalmin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire économique à l'université Paris-Dauphine, grand spécialiste des matières premières. Est-ce que notre routine du matin, celle qui nous réveille et qui nous fait du bien, va devenir un luxe? Elle l'est un peu pour l'instant, puisque comme vous venez de le dire, qu'il s'agisse du café, du cacao, du jus d'orange, je pourrais même, il se trouve que je vous parle depuis l'Espagne, oui. Et en Espagne ils aiment bien tremper leur pain dans l'huile d'olive, donc je pourrais vous rajouter l'huile d'olive au petit déjeuner. C'est vrai que parmi toutes les matières premières, en 1924, ce sont celles de notre petit déjeuner qui ont connu les hausses les plus fortes. Vous l'avez dit, jamais le prix du cacao n'a été aussi élevé. Sur le café, ça me remonte à 1977. Vous voyez que beaucoup de nos auditeurs n'étaient pas encore nés. Et idem pour le jus d'orange. L'huile d'olive, j'avoue que je ne sais plus. Alors, on va les passer en revue les uns après les autres. On commence par le café. 2 humains sur 3 dans le monde boivent du café. Et la demande ne cesse d'augmenter. La production a augmenté de 60% dans les années 90. Pourquoi ce bond depuis une trentaine d'années? Il y a un effet de mode? Oui, alors qu'est-ce que vous voulez, c'est le côté civilisation occidentale. C'est vrai que les jeunes Chinois, lorsque ils commencent à être riches et à vouloir avoir un look moderne, ils vont consommer du café, aller dans un Starbucks par exemple. Oui. Donc il y a des pays qui sont des pays de tradition du café. Au Brésil, vous buvez des cafésinos les uns après les autres. En Italie, en France, le petit noir. Puis il y a des pays où le café gagne encore et se développe. Il en est d'ailleurs de même du goût du chocolat. Donc café et cacao ont un peu la même évolution avec une demande qui est relativement peu élastique, c'est-à-dire qui varie relativement peu par rapport au prix, parce que c'est vrai qu'à la fin du jour, dans votre petit noir au comptoir, que vous prenez entre 1,10 et 1,50, la part véritable du café est seulement de quelques centimes. Mais oui, donc le café, en fait, devient une sorte d'or noir en ce moment. Hein. Les cours explosent, l'arabica a atteint des sommets depuis les années 70, et sur ce marché où règne la loi de l'offre et de la demande, évidemment, c'est quand même le changement climatique qui est en train de tout bouleverser. Oui et non. Il ne faut pas tout mettre sur le dos du changement climatique. On est bien d'accord, mais quand même. Il se trouve que nous avons eu une accumulation de mauvaises années climatiques. On a eu des gelées au Brésil il y a 2 ans. Qui est le premier producteur mondial. Premier producteur mondial. On a eu des sécheresses au Vietnam. Vous avez parlé de l'arabica, mais les prix du robusta comparativement ont encore plus augmenté. Et le différentiel entre arabica et robusta s'est considérablement réduit. On a eu cette année au Brésil aussi une alternance de pluie, de sécheresse au mauvais moment. Et donc, en réalité, nous avons accumulé 4 années consécutives de marché déficitaire. Donc c'est énorme. Comme je vous l'ai dit, la demande est au fond assez peu sensible au prix.
eh bien, on a usé tous les stocks possibles et imaginables. Et le résultat, c'est la flambée que nous avons connue en fin d'année. Et je dirais qu'elle est encore plus sensible sur le Robusta que sur l'Arabica. On ignore peut-être, mais le deuxième producteur mondial de café, c'est le Vietnam, premier producteur mondial de Robusta. Et cette tension sur les marchés, elle pourrait durer assez longtemps parce que les experts du climat estiment que les aires favorables à la culture du café pourraient se réduire de 50% d'ici 2050. Peut-être, mais à l'inverse, si véritablement nous connaissons un réchauffement climatique, le danger de gelées au Brésil sera moins important. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, aux alentours de 20% des caféiers brésiliens ont été détruits par des gels au mois de juillet, donc c'était au mois de juillet 2022. Oui. On a eu même des accidents de la route liés au verglas dans certaines régions du Brésil. Bon, donc ça veut dire, oui, il y a changement climatique, c'est évident. Ceci étant, les plantes s'adaptent aussi. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu tout aussi bien pour le cacao. Le cacao, je vous rappelle que c'était une plante que l'on a, là, quand on fait le tour du monde. Le cacao, il naît au Yucatan, il se développe au Brésil, il arrive au Ghana, puis en Côte d'Ivoire, et puis il va même jusqu'en Asie. Donc, on voit bien que les plantes, elles évoluent. Oui, on tient compte du changement climatique, mais on a aussi chaque année des aléas. Et il se trouve que cette année, en 2024, nous avons eu de mauvaises récoltes sur le café, de mauvaises récoltes sur le cacao, et paradoxalement, d'un autre côté, d'excellentes récoltes au niveau céréalier mondial, par exemple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le cacao ? Vous pouvez nous parler de la maladie du balai des sorcières ? Voilà, alors ça c'est très poétique. J'aurais pu dire, je vous parlerai peut-être ensuite du dragon jaune pour les orangers, mais la maladie du balai de sorcières, la witch broom disease, c'est quelque chose qui est très connu, qui est très ancien, qui avait déjà d'ailleurs ravagé les productions de cacao en Amérique latine il y a 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, la maladie du balai de sorcière commence à faire des siennes en Afrique. Et puis, il y a un autre élément qui est valable d'ailleurs tant pour le café que pour le cacao. Nous avons connu de longues périodes, les années 2010 d'ailleurs, durant lesquelles les prix étaient déprimés. Alors à ce moment-là, personne sur France Inter ne parlait de café et de cacao. On était heureux, c'était pas cher. Mais le problème, c'est que les producteurs n'ont pas investi suffisamment, n'ont pas renouvelé leur plantation de café, leur cacaoyère, n'ont pas fait peut-être le cacao. Le cacaoyer est un arbre très sensible aux maladies, donc il faut être capable de le traiter. Et donc, il est plus sensible aujourd'hui qu'il ne l'était. Même topo que pour le café, des années de déficit, là aussi une demande qui est relativement peu élastique à la demande, au prix. Et donc, on a accumulé des déficits, on a tiré sur les stocks. Et dans le cacao, la hausse des prix a été encore plus importante. Une tonne de cacao dans les années 2010, ça se baladait entre 2500 et 4000 $. Au début décembre, on était à 12 000 $. Il y a peut-être aussi des facteurs géopolitiques, Philippe Chalmin, je pense, des perturbations dans les transports, par exemple en mer Rouge, il y a des potentiels droits de douane américains, la future réglementation européenne sur la déforestation. Alors, le dernier point, j'en suis tout à fait d'accord. L'Europe a un art extraordinaire d'exporter ses problèmes environnementaux et de demander aux autres d'être beaucoup plus angéliques que nous ne le sommes nous-mêmes. Et donc... c'est aussi pour sauver la planète, parce que c'est quand même une spirale infernale. Mais plus on déforeste et plus ça accentue le changement climatique. Paradoxalement, on est en train de penser au Brésil que l'on va redévelopper le cacao, parce que le cacao, ce sont des arbres. Le cacaoyer est un arbre de 3-4 mètres. Donc ça n'est plus de la déforestation. Ce qui est clair, c'est que
la menace par l'Union européenne, qui visait essentiellement quand même l'exploitation des bois tropicaux, l'huile de palme, le caoutchouc. Là, le café cacao, il faut savoir ce que c'est. Et il y a 400 000 petits planteurs en Côte d'Ivoire. La cacaoyère moyenne, c'est 1 hectare. Et on demande à ces gens d'être capables de certifier par localisation, GPS, etc., que effectivement leur cacao ne vienne pas de terres qui auraient été déforestées auparavant, avant. Donc ça a pesé incontestablement. Le café cacao, le café et le cacao ne devraient pas être touchés par les hausses de droits de douane, etc. Là, ça va jouer relativement peu. Ça va jouer sur les céréales, sur le soja, dans les conflits entre les États-Unis et la Chine, éventuellement. Sur le café-cacao, ça joue pas. L'aspect déforestation, donc la directive déforestation, peut avoir un impact non négligeable. Et c'est rentré quand même un petit peu dans le logiciel des marchés. On continue, Philippe Chalmin, le jus d'orange. Alors donc vous nous parlez du dragon jaune qui ravage les vergers en ce moment. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très ancien. Ça a pratiquement éradiqué la production d'orange à jus en Floride. Autrefois, le jus d'orange, qui était du jus d'orange, on produit du jus d'orange, on le congèle. Donc la matière première sur le marché mondial, c'est du jus d'orange congelé, qui est coté sur la bourse de New York d'ailleurs. Et les 2 grands producteurs, c'était la Floride et le Brésil. Il n'y a pratiquement plus de production de jus d'orange au Brésil, en Floride. Donc l'essentiel de la production d'orange à jus, ça vient du Brésil. Et là, effectivement, la maladie du dragon jaune, qui avait déjà sévi en Floride, est arrivée au Brésil. Oui, via un petit insecte qu'on appelle le psylle et qui résiste aux pesticides, justement. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que ça va durer. Ça veut dire que ça peut durer. Ça veut dire que pratiquement, il n'y aura plus de production d'orange à jus, par exemple, en Floride. Au Brésil, ça dépendra, mais on est arrivé à un point où de grands consommateurs de jus d'orange, que sont les Japonais, ont essayé de pousser à modifier et à utiliser du jus de mandarine. Apparemment, c'est moins bon et ça ne trompe pas les consommateurs. Bon, vous nous parlez du sucre maintenant, Philippe Chalmin. Alors, le sucre n'a pas connu la même flambée et les mêmes tensions que le café-cacao. Il est à un niveau de prix quand même relativement élevé. Et ceci, alors pour une raison qui est intéressante, c'est que le sucre, il est produit à partir de betteraves dans les pays tempérés et à partir de canne à sucre. Les 2 grands pays producteurs de canne à sucre sont le Brésil et l'Inde. Et au Brésil comme en Inde, aujourd'hui, vous avez un développement de l'utilisation de la canne à sucre pour produire pas seulement du sucre, mais surtout de l'éthanol. Et donc, cette année, une des raisons du maintien des prix du sucre à un niveau relativement élevé, c'est que le gouvernement de Narendra Modi a décidé que l'incorporation d'éthanol dans l'essence devait augmenter. Ça veut dire que pratiquement l'Inde n'exportera pas de sucre cette année. Eh bien, merci pour votre analyse, Philippe Chalmin. Merci d'avoir été l'invité d'Un jour dans le monde. Je ne vais pas prendre mon petit déjeuner de la même manière demain matin, c'est sûr. Merci à vous. La suite ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde, quand l'Australie fait son cinéma au milieu de nulle part. Dernière étape dans ce continent désertique et surprenant, avec des décors naturels très prisés par le 7e art. Et pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. En Hongrie, hommage à Agnès Keleti, championne olympique au parcours incroyable. Elle est morte ce matin à 103 ans. Le Monde à 18h50. Bonsoir Dominique André. Bonsoir Christelle. Je vais vous raconter l'apparition du Covid en Chine il y a 5 ans pile. Et dans la tech, la première ce soir, Stéphane Jourdain. Bonsoir. Bonsoir. Un cri d'alarme ce soir, celui du prix Nobel d'économie 2024. La course à l'intelligence artificielle ne vise pas le bien commun, elle vise les profits des géants de la tech. À tout de suite. Milwaukee a vu en lui un ambassadeur international pour la ville et le Wisconsin. 4 albums en 16 ans. Et ici un EP, 3 titres, dont Speyside, une folk simple du fond de la cabane. Bon Iver en playlist sur Inter. Bon début de soirée avec nous. I know now that I can't make good how I wish I
Nothing's really something now, the whole thing's should. It serves to suffer, make a hole in my foot, and I hope you look as I fill my book. Oh, what a waste of wood. Nothing's really happened like I thought it would. Can't rest on no dynasty. Yeah, what is wrong with me? Man, I'm so sorry. I got the best of me. I really damn been on such a violent spree. But maybe you can still make a man from me, here on Speyside Key. With what's left of me, as you live and breathe. I really know now what had hold on me. Retour en Australie, c'est la 4e et dernière étape de la série que nous rediffusons cette semaine. Elle nous a surtout emmenés dans les déserts arides, mais elle aurait pu aussi nous faire voir ses côtes et ses paysages de plage, car ce pays continent est aussi très photogénique. Un paradis pour les producteurs de cinéma, ils s'en sont rendus compte depuis longtemps. Voici Broken Hill, une petite ville perdue en plein milieu de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, lieu de tournage de centaines de films et aussi terre d'accueil d'un festival de drag queen, en hommage au film Priscilla folle du désert, sorti il y a tout juste 30 ans, tourné aussi là-bas. C'est là qu'on vous emmène. Le reste, c'est Grégory Pless et Léo Roussel qui racontent. Furiosa osa défier le monde. Mad Max Furiosa a déferlé sur les écrans du monde entier en mai dernier. Et c'est à Broken Hill, au cœur de l'outback australien, que George Miller est retourné pour réaliser son dernier film, 40 ans après y avoir mis en scène Mad Max 2. Un film qui a tellement marqué Adrian Bennett qu'il l'a poussé à quitter son Angleterre natale pour lui consacrer un musée à l'autre bout du monde. Broken Hill est connu comme le Hollywood de l'Outback, mais j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait rien qui rendait hommage au film tourné ici, dont Mad Max 2, le gros film qui a tout changé. Alors je me suis dit que si on avait la chance de déménager en Australie, je ferais quelque chose pour célébrer Mad Max 2. Voici Mad Max 2, le défi. Dans son musée, Adrian expose toutes sortes de pièces uniques, directement issues des tournages. Au fil des années, les pièces se sont accumulées. Des gens de Broken Hill m'ont contacté pour me dire qu'ils avaient tel véhicule, tel costume. Pareil pour les membres des équipes du film. Ça, par exemple, c'est la Double Interceptor. C'est la voiture principale de Max. Avoir cette pièce, c'est un peu comme le Graal. Le musée attire chaque année des milliers de touristes qui, en général, franchissent aussi les portes du pub voisin, le Silverton Hotel, où s'affichent également de nombreux souvenirs de tournage. Peter Price en est le gérant. Le pub figure dans 22 films pour lesquels on a changé le nom, la façade. Au bon vieux temps, les équipes travaillaient dur toute la journée et buvaient toute la soirée ici. Ils lèvent moins le coup d'aujourd'hui, mais pendant le tournage de Furiosa, tous les soirs, il y avait 20 à 30 personnes qui y venaient pour boire quelques verres. Et pour faire rêver ses clients, Peter, très fier de la vieille coccinelle qui trône à l'entrée de son bar, n'hésite pas à en rajouter. Si vous regardez Fury Road, vous verrez plein de vieilles Volkswagen. Alors les
les gens me demandent « Vous étiez dans le film ?» Je réponds « Bien sûr. Je conduisais cette voiture, vous ne m'avez pas reconnu ?» Vous étiez vraiment dans le film? Ah non, ça c'est des bobards australiens, mon vieux. Mais au final, qu'est-ce qui attire les caméras du monde entier dans cette ville du bout du monde ? Logan Pascoe, le patron du cinéma de Broken Hill, apporte quelques éléments de réponse. Broken Hill et ses environs offrent un environnement parfait pour les films post-apocalyptiques. Ces paysages de désolation, on a l'impression d'être sur une autre planète. Un décor de fin du monde qui attire les cinéastes du monde entier et fait tourner les commerces de la ville. Ainsi, Marianne Trinder, la patronne de l'Astra Café, n'a jamais été aussi occupée que lors du tournage de Furiosa. Pour l'économie, c'est fantastique. On a eu Mad Max pour 3 mois, ça a boosté les affaires de tout le monde, les hôtels, les restaurants, c'était super. En tout, plus de 160 films et publicités ont été tournés à Broken Hill ces 50 dernières années, parmi lesquels Priscilla, folle du désert, l'un des plus célèbres films australiens. Esther Larover, la gérante du Palace Hotel, qui figure dans le film, a même créé un festival lui rendant hommage. C'est une célébration d'un moment dans l'histoire auquel nous sommes tous associés. Ce film qui fait du bien. Et nous organisons des spectacles pour tous les âges dans la rue principale. La grande parade peut rassembler 5 à 6 000 personnes qui remplissent la rue. Et pourtant, dans le film, Broken Hill n'est pas dépeinte comme la ville la plus ouverte à l'organisation d'un festival de drag queen. Vous pourriez nous servir une vodka? Non, on n'a rien ici pour des gens comme vous. Que dalle! Alors ouvre grand tes oreilles, ma jolie. Pourquoi t'allumes pas la mèche de ton tampon pour te faire exploser la tirelire? Parce que toi, c'est vraiment le seul moyen que t'auras jamais de te faire sauter. Mais 30 ans plus tard, plus besoin d'avoir de la répartie pour être accepté, selon Esther. La population et les mentalités ont changé. Et une fois par an, ils voient ce spectacle, toutes ces couleurs, cette diversité, et ils trouvent ça tout à fait normal. C'est vraiment formidable. Une ville d'autant plus ouverte, aux drag queens comme au tournage de films, que ces activités attirent de nombreux touristes. Ils sont plus de 150 000 chaque année à visiter Broken Hill, pourtant situé à plus de 13 heures de route de Sydney. Grégory Pless et Léo Roussel pour le reportage et toute la série qui nous a fait voyager toute la semaine. Merci. L'actualité passée sous les radars est récupérée au vol par Kevin Dufresne. Nous sommes d'abord au Burundi où le président abuse encore un peu plus de son pouvoir. Oui, Évariste Ndayishimiye, que l'on entend ici, a réussi à évincer une fois de plus son principal opposant, Agathon Rwasa. Officiellement, c'est la Commission électorale nationale du Burundi qui a rejeté aujourd'hui sa candidature aux prochaines élections législatives du mois de juin, mais c'est en application d'une modification de la loi électorale dans le pays. Elle interdit aux candidats indépendants de se présenter à une élection s'ils ont quitté un parti politique ou s'ils en ont été évincés depuis moins d'1 an, et c'est exactement la situation d'Agathon Rwasa, mis à la porte de sa formation politique, le CNL, en avril dernier. Éviction menée par des dissidents soutenus par le pouvoir. Le Burundi, 11 millions d'habitants, est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le président Ndayishimiye, au pouvoir depuis 2020, craint donc que la possibilité d'alternance représentée par Rwasa soit que la possibilité d'alternance que représente son rival, le président la craint évidemment. Nous voici au Honduras avec une menace. Oui, celle de la présidente de ce pays d'Amérique latine à l'attention des États-Unis. Quiero manifestar que esperamos que la nueva administración norteamericana del presidente electo democráticamente Xiomara Castro s'adresse directement au président élu, Donald Trump, avec qui elle espère mener, dit-elle, un dialogue constructif. Et elle évoque alors le sort des Honduriens immigrés aux États-Unis. Rappelons que Donald Trump a promis de procéder à des expulsions massives de migrants pendant la dernière campagne présidentielle. Face à cette attitude hostile, nous devrions envisager un changement dans notre politique de coopération avec les États-Unis, assène la présidente qui précise « Les bases militaires américaines perdraient toute raison d'être au Honduras. » Elle menace de les fermer donc en représailles, sachant que beaucoup de bases américaines dans la région ont déjà fermé ces dernières années. Déjà, d'après le gouvernement, 2 millions de Honduriens vivent aux États-Unis, la plupart illégalement, mais ils apportent une contribution importante à l'économie américaine, insiste la présidente hondurienne. Les envois d'argent depuis les États-Unis représentent plus de 25% de la richesse nationale du Honduras. Enfin, nous sommes
sommes en Hongrie où une légende du sport s'en est allée. Oui, cette voix, c'est celle d'Agnès Skeleti. Elle est morte ce matin à 103 ans. Elle était la plus ancienne championne olympique du monde, 5 fois médaillée d'or en gymnastique, des titres obtenus aux Jeux d'Helsinki en 52 et de Melbourne en 56. Agnès Skeleti, c'est aussi un sourire, une jeunesse qui semblait éternelle. En témoigne cette photo prise en 2016 où on la voit faire un grand écart à 95 ans. Donc son médecin depuis lui avait interdit. Et puis c'est une vie extraordinaire. Née le 9 janvier 1921 à Budapest, elle remporte son premier titre de championne de Hongrie de gym à 16 ans. En 1939, elle est appelée en équipe nationale pour préparer les JO de 1940 qui n'auront jamais lieu à cause de la guerre, mais elle est très vite exclue parce qu'Agnès Skeleti est juive. Lors de l'invasion de son pays par l'Allemagne nazie en 1944, elle échappe à la déportation en prenant une fausse identité. Après les Jeux Olympiques de Melbourne, comme beaucoup d'athlètes hongrois, elle ne rentre pas dans son pays pour fuir le régime soviétique. Elle n'est revenue en Hongrie qu'en 2015. Une vie en exode. Dans sa dernière interview à l'AFP, elle a eu cette phrase « J'ai fait du sport non pas parce que ça me faisait du bien, mais pour voir du monde ». Et nous, on continue à vous faire entendre le monde. Une escale en Allemagne maintenant avec un DJ qui adore jouer avec des orchestres et des fanfares balkaniques. Chantel Disco Partisani. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends of Brasilia. My baby came down from Romania. She was a queen of Tanzania. But now we live in suburbia without any friends of Brasilia. Come on baby, this is what you need. Everybody dancing to this beat. Come on baby, this is what you need. Disco, disco, partisani. Când te văd mă pierd cu firea, nu-mi poți stăpâni privirea. Dansezi bine, ești mortală și cu frumusețea ta îi bași pe toți în boală. Orice bărbat te dorește, când te vede nebunește. Ți-ar da orice, ți-ar da și cască, pentru tine și-ar lăsa nevasta. Come on baby, this is what you need. Everybody dancing to this beat. Disco Partisani, ça date de 2007 et je vous conseille le clip bondissant de Chantel. Le Monde à 18h50 avec Dominique André. Bonsoir. How dare you? The world has changed. Christelle Rebière. Le 18-20. Le Monde à 18h50 avec vous, Dominique André, ancienne correspondante en Chine. Il y a 5 ans, vous avez vécu l'apparition d'une pneumonie mystérieuse qui deviendra le Covid-19, c'est-à-dire la plus grande pandémie planétaire du 21e siècle. Début janvier 2020, le monde venait de fêter la nouvelle année en toute insouciance et pourtant, certains savaient déjà. Le gouvernement chinois n'a rien dit malgré l'alerte lancée par des médecins à Wuhan. En cet hiver glacial de janvier 2020, j'ai entendu en effet la rumeur se propager à Pékin. Les gens s'inquiétaient de l'apparition à 1159 km au sud de la capitale chinoise, dans la ville de Wuhan, d'une pneumonie mystérieuse. J'étais comme vous et la population chinoise, totalement ignorante de ce qui se préparait et je ne savais pas que notre vie allait bientôt basculer. Les autorités chinoises, elles, savaient. Et pour une bonne raison. Dès le mois de décembre 2019, une femme, médecin, chef du service des urgences de l'hôpital central de Wuhan, le berceau de l'épidémie, alertait ses supérieurs sur la circulation préoccupante d'une nouvelle maladie pulmonaire dans plusieurs hôpitaux chinois. Le 30 décembre, ce médecin, le docteur Haifen, publiait les analyses du laboratoire en entourant en rouge ce résultat sans appel, coronavirus de type SRAS,
syndrome respiratoire aigu sévère, comme celui de l'épidémie de 2002 en Chine, donc contagieux. Et que s'est-il passé à ce moment-là ? Eh bien, le maire communiste de Wuhan, qui avait programmé un énorme banquet public dans cette ville de 13 millions d'habitants, le maintient alors que le virus circule librement et qu'il le sait. Au lieu d'être écoutés, les médecins chinois lanceurs d'alerte sont interpellés et réduits au silence. Xi Jinping attend le 20 janvier pour annoncer que la situation est grave. Le 23 janvier, le président chinois ordonne l'isolement de Wuhan et de sa province qui sont coupés du monde. Mais trop tard, le virus qui portera bientôt le nom de Covid-19 a déjà touché toute la Chine, puis le monde entier. Que de temps perdu, que de vies brisées. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Covid a tué près de 7 millions de personnes dans le monde, mais on ne connaîtra jamais le chiffre exact. Alors 5 ans après, Dominique, on ne sait toujours rien sur l'origine du Covid. Avant-hier encore, l'OMS a appelé la Chine à partager ces informations. Oui, l'OMS a critiqué plusieurs fois la Chine pour son manque de transparence et de coopération. La mission des experts à Wuhan en 2021 avait été très compliquée sur le terrain. Le rapport publié par les deux parties a privilégié la transmission du virus par un animal intermédiaire, peut-être une chauve-souris à un humain, mais vous vous souvenez aussi du fameux pangolin. Ah oui. L'OMS n'avait jamais pu retourner sur place pour travailler directement en toute liberté. La Chine dément toute restriction au partage des informations. Et est-ce que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche dans quelques jours, Trump qui avait dénoncé le virus chinois en 2020, peut relancer la polémique ? Alors c'est un irritant, comme on dit, entre Donald Trump et Xi Jinping, d'ailleurs plus que la question des droits de l'homme, certainement. Actuellement, le dossier sensible, c'est plutôt les tarifs douaniers, le risque d'une nouvelle guerre commerciale entre les deux puissances. Mais Donald Trump peut-il utiliser ce sujet du Covid pour peser sur les négociations à venir ? On sait bien que tout est possible avec le président américain. Aux États-Unis, l'État du Missouri, qui a voté Trump, accuse la Chine d'avoir stocké, accumulé des masques, c'est-à-dire des équipements de protection individuelle, pendant la pandémie, alors que le monde entier en avait besoin. Cette procédure est toujours en cours. Le Covid reste une question hautement sensible et douloureuse. Et je renvoie vers votre excellent podcast Xi Jinping, le prince rouge. L'épisode numéro 8 est consacré au Covid, justement. Merci Dominique. France Inter, le 18-20. La tech, la première à présent. Et cette semaine, Stéphane, vous donnez la parole à une des figures de 2024, le prix Nobel d'économie américain Daron Acemoglu. Il décide de tirer la sonnette d'alarme. La course à l'intelligence artificielle ne vise pas le bien commun, dit-il. Elle vise les profits des géants de la tech. Et le risque, c'est d'avoir tous les inconvénients de l'IA sans ses bénéfices. C'est le cri d'alarme de notre économiste, spécialiste des inégalités dans le monde, nobelisé pour ses travaux sur les écarts de richesse entre les nations. Face à l'accélération dans la course à l'IA, ce professeur du MIT nous interpelle. Nous faisons fausse route, dit-il. Le monde doit œuvrer pour une IA au service de l'être humain. Je pense que la direction que prend l'IA en ce moment n'est pas bonne. Je crois qu'on devrait faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus utile pour les travailleurs, ce qui impliquerait une approche complètement différente et d'autres formes d'investissement. Or, cette espèce de course boulimique aux nouveaux investissements montre qu'on persiste et signe dans la mauvaise direction. Cette course va trop vite et ça va trop loin. Ça va trop vite et trop loin. De quelle accélération parle le prix Nobel ? Alors, 3 faits marquants ces derniers jours, Christelle, pour bien comprendre. Cette semaine, l'éditeur de ChatGPT, OpenAI, a décidé d'abandonner son statut d'association à but non lucratif pour créer une filiale à but commercial. Raison invoquée, nous devons une fois de plus lever plus de capitaux que prévu. À la veille de Noël, la start-up d'Elon Musk dédiée à l'IA a levé 6 milliards de dollars. Sur l'IA, c'est maintenant la 2e entreprise la mieux valorisée au monde. Une levée pour quoi faire ? Pour doubler le nombre des puces Nvidia nécessaires pour entraîner ces modèles d'IA. Elon Musk en possède 100 000, il en veut 200 000. Pour rappel, Christelle, chaque puce coûte 30 000 $. Enfin hier, Eric Schmidt, gourou de la tech, ancien PDG de Google, lance un appel pour la construction de nouvelles centrales nucléaires aux États-Unis. Raison invoquée, satisfaire les besoins en énergie colossaux des modèles d'intelligence artificielle. Au fond, ce que dénonce le prix Nobel, c'est cette course des géants de la tech qui vise non pas à aider les êtres humains avec l'IA, mais à fabriquer une IA qui remplace les êtres humains dans toutes leurs tâches. Oui, pour le long terme, il a cette formule. L'IA de Sam Altman ne cherche pas à aider l'électricien à accomplir des tâches de plus en plus complexes. Cette IA vise à remplacer l'électricien.
Et d'ailleurs, c'est du long terme qui se rapproche furieusement. Cette semaine, des robots humanoïdes développés en collaboration avec OpenAI ont été livrés pour la première fois à des clients aux États-Unis. Et pour le court terme, ce que regrette notre prix Nobel, c'est qu'on introduise de l'IA dans l'entreprise sans même savoir ce qu'elle peut apporter aux travailleurs. Il dénonce une sorte de religion de l'IA, ce qu'il appelle la hype IA. En fait, il y a une hype de l'intelligence artificielle. Les gens sont surexcités avec l'IA. Tout le monde ne parle que de ça. Beaucoup de PDG ne jurent que par l'IA. Hype d'autant plus injustifiée selon lui que pour l'instant, en attendant que l'IA fasse mieux, les travailleurs ne voient pas concrètement ce qu'elle peut leur apporter. En fin de compte, si vous faites le bilan, vous constatez que l'IA n'a pas vraiment eu d'impact sur l'économie réelle pour l'instant. Pour lui, le décalage entre les exploits annoncés de l'IA et ce qu'elle réalise concrètement au travail pour l'instant, c'est-à-dire pas grand-chose, est très dangereux. Je le cite, « Lorsqu'une technologie ne permet pas d'améliorer significativement la productivité, son déploiement massif en remplacement des travailleurs humains aboutit à tous les inconvénients sans aucun avantage. » Et quels sont ces inconvénients ? Déplacement de main-d'œuvre, désinformation, deepfake, surveillance de masse. Le chemin que nous empruntons, dit-il, est tragique pour les travailleurs, tragique pour la vie sociale et politique, tragique parce que nous pourrions manquer une formidable opportunité. En fait, le prix Nobel américain n'a tout simplement aucune confiance dans les entreprises de la tech de la Silicon Valley. Prenez l'exemple d'OpenAI. C'était une organisation à but non lucratif, totalement ouverte, et c'est devenu l'une des entreprises commerciales les plus secrètes au monde. Ça montre bien le cynisme général de la tech. Ces types nous disent tout le temps qu'ils bossent pour l'intérêt général, mais au final, la vérité, c'est qu'ils sont surtout intéressés par l'argent et le pouvoir. Et si on s'éloigne de la Silicon Valley, est-ce que le salut peut venir de l'Europe, par exemple, et de ses tentatives de régulation ? Alors, j'ai profité d'avoir un Américain spécialiste de l'IA et pro-régulation, c'est quand même rare, pour lui demander de réagir à cette boutade que j'entends partout en ce moment. L'IA est un match de foot qui se joue entre les États-Unis et la Chine, et l'Europe a décidé de jouer le rôle de l'arbitre. Sa réponse. Nous ne voulons pas d'un monde qui se résume à un duel entre la Chine et les États-Unis, parce que ces deux pays ont une approche très particulière de la tech. En Chine, le gouvernement centralise tout. Aux US, tout se décide dans la Silicon Valley. Mais pour lui, l'Europe n'a pas les moyens de concurrencer les États-Unis ou la Chine. La situation de l'Europe est très difficile. Non seulement les entreprises européennes n'ont pas de quoi se payer les supercalculateurs nécessaires à l'IA, mais en plus elles n'arrivent pas à garder tous leurs ingénieurs et spécialistes en IA, attirés par les ponts d'or qu'on leur fait dans la Silicon Valley. Bon, tout ça est assez déprimant quand même. Est-ce trop tard pour inverser les choses ? Alors pas trop tard, répond notre prix Nobel. On a 10 ans pour changer la donne. Ce n'est pas une question de mois, c'est une question d'années. Mais attention, ça passe vite 10 ans. Et si on ne fait rien, alors ce sera fini. La Silicon Valley nous aura imposé sa vision du monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 10 ans alors ? Alors en exclusivité pour France Inter, voici la recette pour changer l'IA et donc pour changer le monde, recette en 3 étapes. Première chose, il nous faut un changement de récit sur l'IA pour embarquer tout le monde. Nous avons besoin de nous former pour mieux comprendre. Deuxièmement, il faut de la régulation pour avoir plus de concurrence. C'est un enjeu démocratique vital. 1 ou 2 entreprises ne peuvent pas dominer tout un secteur. Troisièmement, il faut favoriser les entreprises qui émergent avec des idées pour utiliser l'IA de manière plus productive. Voilà le plan. Au boulot, Christelle. Oui, rien moins qu'une révolution culturelle. Merci Stéphane. À jeudi prochain.